Le magnétisme, l'une des parasciences les plus en vogue du XXIe siècle. Il est même difficile de savoir combien il y en a en France. D'autant que le terme diverge en fonction des croyances. Guérisseur, rebouteux, énergéticien. Si je voulais aborder ce sujet avec vous aujourd'hui, c'est parce que moi-même je suis magnétiseur. Il suffit que j'approche ma main du visage d'une personne pour que celle-ci se sente instantanément poussée en arrière. On est à la limite du paranormal là, non? Plus dingue encore, après quelques secondes, ces personnes rentrent dans un profond sommeil magnétique. Si ça, c'est pas la preuve que le magnétisme existe, franchement, je sais pas ce qu'il vous faut. Bon, en fait, non. C'est la preuve de rien. Alors, le magnétisme, d'où ça vient? Comment et par qui ça a été étudié? Et surtout, est-ce que ça existe vraiment? Alors, le magnétisme animal a été découvert il y a à peu près 300 ans par un médecin allemand qui s'appelait Franz Anton Mesmer. Non, pas ce Mesmer-là. Il ressemblait plutôt à ça. Alors son idée elle est simple, s'il existe un magnétisme minéral, du genre les aimants, il existe forcément un magnétisme animal, c'est-à-dire un fluide magnétique qui circule dans le corps et qui au moindre dérèglement peut causer des maladies ou encore des problèmes émotionnels. Alors pour expérimenter sa théorie, Mesmer va simplement apposer ses mains sur des sujets des personnes malades et là, incroyable, certaines personnes rentrent dans une espèce de transe. Alors là, on parle d'une transe difficilement contrôlable, à tel point qu'il est obligé d'envoyer ses sujets dans des salles de réveil, avec plein de coussins et de matelas pour éviter les blessures, tellement ces personnes sont agitées en transe. Et on est obligé de le reconnaître, souvent les gens se sentent mieux après ces séances. Alors à ce moment-là, on est dans les années 1770, et Mesmer est juste en train de devenir une star. Par contre, ça plaît vachement moins à la communauté scientifique qui le prend simplement pour un gros charlatan. Alors il décide de déménager à Paris parce que après tout ça plaît pas à ses collègues médecins, mais il se fait tellement de pognon avec le magnétisme et il compte à ce moment-là parmi sa patientèle des membres de la cour du roi, notamment Marie-Antoinette, qui est complètement fan des pratiques du magnétiseur. Et c'est peut-être ça qui a rendu Louis XVI particulièrement sceptique quant aux méthodes utilisées par Mesmer. Il n'a alors plus qu'une seule chose en tête, comprendre comment ça marche. Le roi envoie donc des scientifiques étudier et comprendre ce phénomène. Alors évidemment, Mesmer, foudrage, n'a pas du tout envie de les aider. Mais les scientifiques organisent une petite expérience. Ils trouvent très facilement dans Paris quelques personnes extrêmement réceptives au magnétisme. Et il emmène ces personnes dans un jardin en leur expliquant que les arbres de ce jardin, eh bien, ils ont été magnétisés par Mesmer en personne. Alors ces sujets s'approchent des arbres, touche les arbres, et là, eh bien pour la plupart, ils rentrent dans cet état de transe magnétique. Avec tout ce que ça engendre, hein, les chutes, les spasmes, les convulsions, enfin, le truc pas du tout agréable. Oui, mais seulement. Ce que les scientifiques avaient caché au sujet, c'est qu'en réalité, ils étaient dans un jardin lambda avec des arbres lambda. En fait, les arbres n'avaient absolument jamais été magnétisés par qui que ce soit. Mais pourtant, ça avait marché, non? Et c'est pour ça que la conclusion écrite par le scientifique et mathématicien Jean-Sylvain Bailly est celle-ci. L'imagination sans magnétisme produit des convulsions. Le magnétisme sans imagination ne produit rien. L'imagination est donc la véritable cause des effets attribués au magnétisme. Et il rajoute, c'est sur les choses qu'on ne peut ni voir ni palper qu'il est important de se tenir en garde face aux écarts de l'imagination. Alors à une époque où la croyance régissait une grande partie des fonctionnements politiques et sociaux, le mec était déjà dans le futur. Même si Mesmer se plantait totalement sur ses théories, et même si à un moment le pognon a sûrement pris l'ascendant sur la logique et la science, on a quand même compris quelque chose d'incroyable. Juste à travers l'imaginaire et la croyance, il est possible de modifier totalement nos comportements, nos réactions, nos ressentis, nos émotions. Il a donc fallu inventer une discipline qui potentiellement pouvait donner les mêmes résultats que le magnétisme, avec quand même un meilleur contrôle de la transe, mais en épurant cette discipline d'un maximum de croyances. Et cette discipline, on l'a appelée l'hypnose. Bon, ça a pris 150 ans derrière pour donner des résultats fiables, faut un début à tout. Donc, il y a plus de 250 ans, on a compris et démystifié le magnétisme. Alors, comment ça se fait que, passé les années 2000, il y en a encore autant? Depuis toujours, quand les gens ne comprennent pas un phénomène, ils s'orientent vers la croyance. En gros, le magnétisme, on y croit ou on n'y croit pas. Mais plus on y croit, et mieux ça marche. Mais pourquoi ça marche? En 1, l'effet placebo. Alors, on va pas passer 15 jours dessus, vous connaissez l'effet placebo. C'est un phénomène thérapeutique qui a pour effet de produire un effet désiré ou une amélioration physique ou psychique, grâce à l'environnement, le conditionnement, la croyance, mais pas grâce à un médicament adapté. Le plus fou, c'est que ce n'est pas qu'une impression. Lorsqu'on regarde le cerveau de quelqu'un qui prend un placebo pensant prendre, par exemple, un antalgique, on peut visualiser l'activation des structures responsables de l'activation de la douleur. C'est un phénomène efficace à partir du moment où la personne prend conscience qu'elle est en train de se faire soigner. Mais alors pourquoi le magnétisme marche aussi sur les enfants, les bébés surtout,
Et sur les animaux, ils sont pas censés avoir conscience de ça. Ce qui nous amène à un nouvel effet psychologique, l'effet Pygmalion, qu'on appelle aussi la prophétie autoréalisante. En 1968, le professeur et psychologue Robert Rosenthal décide de tenter une expérience directement sur ses étudiants. Il sépare ses élèves en deux groupes. Au premier groupe, il confie des souris sélectionnées complètement au hasard. Et au deuxième groupe, il fournit soi-disant des souris sélectionnées de manière très stricte en fonction de leur intelligence. La réalité, c'est que dans les deux cas, ces souris ont été sélectionnées totalement au hasard. Et après quelques semaines d'éducation et de dressage, eh bien les souris sont soumises à un test de labyrinthe. Et la surprise, les souris du deuxième groupe ont eu de bien meilleurs résultats que les souris du premier groupe. Rosenthal a donc démontré que les croyances des étudiants ont inconsciemment modifié leur comportement vis-à-vis des souris. Pensant avoir des animaux plus intelligents que la moyenne, ils ont obtenu un résultat supérieur à la moyenne. Rosenthal a par la suite refait cette expérience en remplaçant les souris par des enfants et les étudiants par des professeurs. Les résultats sont semblables. Les enfants considérés comme plus intelligents par les professeurs ont sensiblement amélioré leur quotient intellectuel à la fin de l'année scolaire. Vous comprenez alors comment le comportement des êtres humains peut influencer le comportement des animaux. Idem d'ailleurs pour les bébés et leurs parents. Mais tout ça c'est très théorique, non? Je sais pas, un magicien pourrait très bien avoir plusieurs techniques pour produire un même effet, genre une technique truquée et une technique vraiment magique. Du coup, il faudrait simplement étudier le magnétisme avec la méthode scientifique pour vérifier que les résultats sont bien extraordinaires. Et quand je dis extraordinaire, je veux dire au-delà de l'ordinaire, c'est-à-dire au-delà de l'effet placebo, de l'effet Pygmalion ou encore du hasard. C'est déjà fait. Par exemple, dans le cadre d'une émission de E égale M6, il a été demandé à l'Observatoire zététique de Grenoble, donc un regroupement scientifique dont le travail est d'étudier les phénomènes paranormaux, d'étudier le cas d'un magnétiseur qui prétendait être capable de ressentir la présence d'un être humain uniquement avec son fluide magnétique. Ils ont donc mis en place un protocole expérimental. Un paravent est placé devant le magnétiseur et un cobaye sélectionné pour sa soi-disant réceptivité vient se placer, ou pas, de l'autre côté du paravent. Sur son essai, le magnétiseur doit indiquer s'il ressent une présence, ou pas. Afin que l'expérience ne soit pas biaisée, elle se déroule en double aveugle, c'est-à-dire que ni le magnétiseur ni les scientifiques ne peuvent savoir si quelqu'un se trouve derrière le paravent. Et une autre équipe se charge du tirage au sort pour définir à quel moment il place le cobaye derrière le paravent. À ce moment-là, les équipes ne communiquent qu'avec des signaux sonores pour éviter tout mode de transmission d'informations, même en paraverbal ou en non-verbal. Sur 100 essais, on définit alors que si le résultat se trouve entre 37 et 63 succès, c'est pas mieux qu'un pile ou face. Si nous sommes en dessous de 38 ou au-dessus de 64 essais, alors on peut commencer à considérer que le résultat est extraordinaire. Et le magnétiseur a obtenu un résultat de 44 succès pour 56 échecs. Cette performance s'inscrit dans la normalité. L'expérience est un échec et n'a donc pas permis de mettre en évidence une capacité particulière du magnétiseur. Mais pour être sûr, il faudrait en tester des centaines de magnétiseurs. Peut-être que dans le lot, il y en aura un de vrai. Déjà fait. 51 ans. C'est le temps qu'a duré le défi du célèbre magicien James Randi, qui en 1964 promet une récompense de 1 million de dollars à quiconque viendra démontrer dans un laboratoire scientifique qu'il a un pouvoir paranormal. Des milliers de personnes se sont présentées. Voyants, médiums, télékinésistes, magnétiseurs bien sûr. 100% du temps, les protocoles expérimentaux ont permis de démontrer une explication rationnelle et logique à l'ensemble de tous ces phénomènes. La première question que se posent les scientifiques, ce n'est pas comment ça marche, mais est-ce que ça marche? Et puis, l'expérience a été stoppée en 2015 lorsque James Randi a pris sa retraite. Depuis, des dizaines de centres et d'associations ont pris le relais dans le monde entier, proposant des récompenses financières contre la preuve de l'existence d'un phénomène paranormal. Sauf que pour le moment, il y a rien. Alors évidemment que personnellement je n'ai rien contre les magnétiseurs, et puis pour la plupart ils sont vraiment de bonne foi. D'ailleurs, tout ce qu'ils veulent souvent c'est aider de par leur capacité. Il y en a même qui travaillent bénévolement. Sauf qu'à chaque fois que vous êtes allé voir un magnétiseur et que vous vous êtes senti mieux après la séance, en fait c'était pas tellement grâce à lui, c'était surtout grâce à vous. Ou en tout cas grâce aux capacités incroyables de votre cerveau. Prendre conscience de ses propres capacités inconscientes, c'est souvent plus efficace que de remettre sa santé entre les mains d'une croyance ou d'un praticien. Oh putain, il fait chaud. Tchou.